C'est donc un nouveau rendez-vous d'actualité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux minima sociaux et se demander s'il faut unifier ces minima sociaux. Et pour commencer, je vais donc vous présenter les minima sociaux dans leurs grandes lignes. En 2013, en France, selon la Cour des comptes, plus de 4,13 millions de personnes sont bénéficiaires de minima sociaux. Des bénéficiaires directs, j'entends. Si l'on étend le champ des bénéficiaires aux conjoints et aux enfants, alors le nombre s'élève à 7 millions de personnes. Le coût de l'ensemble de ces dispositifs est évalué à 24,8 milliards d'euros par la Cour des comptes. Et on constate une augmentation du nombre de bénéficiaires. Le rapport Sirug, donc qui va beaucoup nous servir aujourd'hui, définit les minima sociaux comme des dispositifs dont l'objectif est de garantir à leurs allocataires, qu'il s'agisse d'individus ou de ménages, un revenu monétaire minimal en fonction de leur situation personnelle, professionnelle, familiale ou civile. En outre, les minima sociaux ouvrent des droits connexes. La création des minima sociaux en France s'est échelonnée à partir de l'après-guerre jusqu'à nos jours. Cette aide sociale est venue en fait couvrir des catégories de population qui ne faisaient pas partie du salariat et qui donc ne bénéficiaient pas de la protection de la sécurité sociale nouvellement construite. En 2008, la création du RSA assure à la fois une fonction de minimum social et de complément de revenus d'activité pour les travailleurs pauvres. Cette loi fait également des départements la collectivité chef de file des politiques d'insertion. Les minima sociaux ont pour objectif de faire sortir les bénéficiaires de la précarité. Le niveau de pauvreté est établi en France par l'INSEE à 60% du revenu médian. Et dans le contexte économique français, marqué à la fois par une faible croissance et par un fort chômage, les inégalités augmentent. On peut regarder l'indice de Gini qui est passé de 0,279 en 1996 à 0,306 en 2012. La pauvreté augmente aussi. Et on le voit d'ailleurs sur ce graphique, puisqu'il s'agit bien d'allocations qui sont inférieures au revenu médian. J'attire aussi votre attention sur le fait que le périmètre des minima sociaux peut varier en fonction de qui en parle. Donc, par exemple, la Cour des comptes, dont on va parler aussi, n'en retient que 9, tandis que le rapport Sirug, lui, en retenait 10. Eu égard à ces propos introductifs, on peut maintenant se demander s'il faut unifier les minima sociaux, si oui, jusqu'à quel degré. Et on va essayer tout au long de notre propos de s'interroger sur les méthodes et les moyens qui permettraient aujourd'hui d'unifier, de simplifier le système complexe des minima sociaux français. Et donc pour ça, nous allons tout d'abord vous présenter le système des minima sociaux et les critiques que l'on peut faire dessus. Et ensuite, dans un second temps, on vous essaiera de vous expliquer les solutions qui sont aujourd'hui dans les tuyaux, mais les limites aussi de ces solutions et quelles autres perspectives on peut avoir. Et pour vous présenter donc le système actuel français, je vais laisser la parole à Romain. Merci. Alors effectivement, il est difficile de parler d'unification des minima sociaux sans parler des minima sociaux eux-mêmes. Donc on va vous dresser un rapide panorama. Il ne s'agit pas de les détailler un par un, ça je vous laisserai la lecture, mais surtout de montrer leurs articulations et mettre en exergue leur complexité. Alors, voici les différents minima sociaux tels que étudiés par la Cour des comptes ou par le récent rapport du député Sirug. Le premier minima social qui est sans doute le plus connu, c'est le revenu de solidarité active, avec sa partie aujourd'hui socle qui subsiste, et qui est déjà une fusion de minima sociaux. C'est la fusion du RMI et de l'API. Et à l'origine, le rapport Hirsch de 2005, qui avait préconisé cette fusion, préconisait également d'y inclure l'allocation spécifique de solidarité, ce qui n'a pas été mis en œuvre. Je vous rappelle que le RSA, c'est une allocation subsidiaire, hein, donc qui intervient une fois que vous avez épuisé tous vos droits connexes, tous vos droits annexes. Il existe bien entendu une partie socle, une partie majorée pour les familles isolées, et il y a des dispositifs d'intéressement. Cette allocation est donnée à partir de 25 ans, est accordée à partir de 25 ans, sauf des dérogations comme la présence d'un enfant à charge ou alors
concernant le RSA jeune si vous avez travaillé dans les 2 dernières années, donc avec des difficultés dans la possibilité de pouvoir y prétendre ou pas. Et d'où le peu de succès finalement du RSA jeune. Alors l'allocation suivante, c'est l'allocation demandeur d'asile, qui est issue de la loi du 1er juillet 2015, donc elle est toute récente. Et en fait, c'est une fusion elle-même de 2 allocations, l'allocation temporaire d'attente, dans une première composante, et puis l'allocation mensuelle de subsistance, qui est accordée aux demandeurs d'asile. Donc c'est déjà une simplification. Elle était versée par Pôle emploi auparavant, et aujourd'hui, elle inclut la composition des familles. Le revenu de solidarité d'outre-mer, lui, vient d'une allocation d'attente pour les plus de 55 ans habitant dans les DOM et qui souhaitent se retirer définitivement de la vie active en bénéficiant d'une prestation d'attente vers soit une pension de retraite, soit l'ASPA qu'on verra juste après. Donc l'ASPA, justement, c'est aussi une fusion d'un ensemble de dispositifs qu'on appelait le minimum vieillesse jusqu'en 2006. Et l'ASPA, par exemple, regroupe l'ancienne allocation aux vieux travailleurs salariés, aux vieux travailleurs non salariés, l'allocation spéciale vieillesse, secours viager, vieillesse agricole, etc., etc. Alors, à contrario des autres prestations, des autres minima sociaux, l'ASPA, c'est une prestation récupérable sur les successions. Donc, c'est en quelque sorte une avance. Hein, c'est pas tout à fait un minima social sans contribution. Une chose à noter au niveau de l'articulation avec les minima sociaux tels que le RSA ou l'AH, c'est que quand vous voulez faire une demande d'ASPA à votre retraite, vous êtes obligé de faire la demande, il n'y a pas d'automatisme. Donc là, avec des risques de rupture dans le parcours. La prestation suivante, c'est plus une prime, comme son nom l'indique, la prime transitoire de solidarité qui est mise en place pour les générations 54 et 1955 qui ont subi en fait les réformes des retraites. Et donc ça leur donne une prime de 300 € qui peut s'ajouter à d'autres dispositifs. Et donc la prime finira vers la fin 2017. L'allocation de veuvage, qui n'est pas forcément, même si elle est en bleu ici, n'est pas à proprement parler d'une prestation vieillesse, puisqu'elle s'adresse à des conjoints survivants de moins de 55 ans. C'est une ressource temporaire, limitée à 2 ans, et qui vient donner un peu d'aide aux personnes en difficulté qui souhaiteraient en attendant se réintégrer sur le marché du travail ou alors arriver en retraite. Alors, je l'ai mise parce que déjà, elle apparaît dans les rapports d'études, et puis ensuite, une particularité, c'est qu'elle était abandonnée et remise en place par 2 fois. Elle devait être remplacée par le dispositif de pension de réversion, et finalement, elle existe toujours. L'allocation adulte handicapé est sans nul doute l'un des minima sociaux les plus dynamiques. En effet, entre 2008 et 2012, cette prestation a subi une revalorisation de plus de 25%. Et eu une espèce de fait d'aubaine qui est aussi lié à l'interprétation différente des dossiers soumis au CDAPH. Donc il y a un problème de justice sociale, d'équité d'un département à l'autre, puisque vous pouvez soit vous voir attribuer la hache ou non. Et enfin, non pas enfin, il y a l'ASI d'abord, l'allocation supplémentaire d'invalidité qui vient compléter déjà une pension d'invalidité, une pension de réversion, jusqu'à un plafond de ressources d'à peu près 700 €. Alors, elle est compliquée, comme souvent d'ailleurs, dans son mode de calcul. Elle intègre des revenus non contributifs et des parties des revenus professionnels que vous pourriez avoir par ailleurs. Et la prestation s'éteint lorsque vous atteignez l'âge légal de départ en retraite. L'ASS, l'allocation spécifique de solidarité, qui est versée par Pôle emploi lorsque vous avez épuisé vos droits au chômage, l'ARE notamment. Là aussi, complexe dans son mode de calcul. Il y a 2 composantes, un composant taux plein, composante taux réduit en cas de reprise du travail. Et bien entendu, si vous passez en retraite, ça entraîne la suspension de son versement. Et pour terminer, donc l'allocation temporaire d'attente. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'allocation aux demandeurs d'asile. Donc ça, c'était la deuxième partie qui subsiste et qui vient donner une allocation aux anciens détenus ou éventuellement aux expatriés de retour en France. Voilà, ça concerne assez peu de bénéficiaires. Voilà, on a passé en revue les 10 minima sociaux, et je vais laisser la parole à Anna qui va critiquer maintenant
Effectivement, il y a une suite logique, puisque maintenant que Romain vous a présenté les minima sociaux, ça va être plus facile de voir quelles sont les raisons qui poussent et qui appellent à les revoir pour plusieurs raisons. Donc on a identifié trois principaux blocs de raisons. La première tient des raisons financières et budgétaires. Effectivement, le référé de la Cour des comptes de 2015, paru à la fin de l'année, dresse un tableau assez noir de la situation. Entre 2008 et 2014, le coût des prestations au titre des minima sociaux est passé de 17 milliards à 24 milliards, soit une progression de plus de 43%. Cette progression a des répercussions sur le PIB français, puisque la part des minima sociaux dans le PIB français est passée de 0,87% en 2008 à 1,16% en 2014. Cette dynamique s'explique aussi par l'importante croissance du nombre de bénéficiaires, passé de 3,5 millions à 4,13 millions, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction. Ce qui est quand même une croissance de 17%. À tous ces écarts, on peut dire que l'évolution du coût des minima sociaux représente un enjeu budgétaire majeur, et en termes de financement, elle pose déjà des difficultés, notamment pour les départements en charge du RSA, d'où, pour leur soutenabilité, la nécessité de les réformer. Un autre aspect important des raisons qui poussent à revoir ces dispositifs, c'est leur manque d'inefficacité. Là encore, ce sont des aspects mis en avant par la Cour des comptes de façon assez virulente, qui montrent que le système n'est pas efficace et ne permet pas un bon accès aux droits pour les allocataires. Donc tout d'abord, on a les différences entre les montants des minima sociaux, leurs caractéristiques et les droits et obligations qui leur sont associés, et qui placent les allocataires dans des situations différentes, alors même qu'ils peuvent avoir des parcours et des situations assez analogues. De même, l'octroi simultané de prestations familiales ou d'aide personnelle au logement n'est pas pris en compte de la même manière par les différents dispositifs. Dès lors, on peut penser qu'une meilleure articulation entre les prestations familiales, les allocations logement et l'ensemble des minima sociaux serait nécessaire pour garantir une meilleure équité et une meilleure neutralité du système. Le système des minima sociaux souffre aussi d'un manque de lisibilité pour les allocataires. On peut par exemple penser à l'objectif d'incitation à la reprise d'activité, qui se traduit par des règles complexes et divergentes. Quant au niveau, il y a la durée du cumul possible entre les allocations et les revenus professionnels. Donc ces règles, qui sont incompréhensibles pour les allocataires, font qu'ils manquent de clairvoyance et de compréhension sur les revenus qu'ils vont continuer à avoir en cas de reprise d'activité. Enfin, les minima sociaux sont financés et gérés par des intervenants différents, et cette situation est génératrice, elle aussi, d'inégalités, puisque notamment en termes d'attente pour avoir accès à un droit, ces temps d'attente ne sont pas les mêmes. Enfin, la dernière grosse raison qui pousse à réformer ces minima, c'est la nécessaire extension de ces couvertures aux moins de 25 ans, puisque c'est une population qui est particulièrement touchée par les questions de précarité et d'exclusion. Le taux de chômage des 18-24 ans s'élève aujourd'hui à 24% au dernier trimestre de 2015, alors que la moyenne nationale est aux alentours de 10%. En outre, le taux de précarité des 18-24 ans est à 22,4%. Une fois ce bilan dressé, on peut maintenant s'intéresser donc aux solutions proposées par les différents rapports et institutions, ce que Romain va faire. Alors avant même d'aller vers les solutions, les différentes pistes ou scénarios, moi ce que je vous propose c'est de regarder ce qui se passe par-delà nos frontières voisines. Alors la Commission européenne a classé en fait les dispositifs en trois catégories. Des dispositifs simples, c'est-à-dire une prestation relativement unique. C'est le cas en Belgique, au Danemark, en Suède, en Autriche, Espagne. Il y a un dispositif intermédiaire, mixte, qu'on retrouve en Allemagne. Au Royaume-Uni, bien que ça ce soit moins vrai, j'y reviendrai juste après, avec un filet de sécurité puis des compléments. Et bien entendu, la France, comme souvent, fait figure d'exception puisqu'elle est composée, on vient de le voir par le panorama juste avant, d'un ensemble de dispositifs assez complexes qui se recoupent plus ou moins mutuellement. Mais ça s'explique tout ça. Ça s'explique d'une part par la prise en charge de façon assurantielle des risques, par
type de risque, par typologie de risque, qui ont été complétés au fur et à mesure par les besoins, par des dispositifs de minima sociaux. On voit là pour les personnes âgées, dès 1956 c'était le cas, l'invalidité de 1957, etc. Donc des compléments qui sont venus s'ajouter, qui ont ajouté de la complexité. Je vous ai parlé du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en train de mettre en place, déjà depuis 2 ans je crois, le crédit universel, qui est en fait une prestation unique, et qui répond à une double logique, celle de l'automatisation d'une part, et celle de la dématérialisation. Elle a beaucoup de difficultés à se mettre en œuvre, difficultés techniques pour l'essentiel. On assiste également en Finlande en ce moment à une recentralisation du minimum social, qui est prévue pour l'année prochaine. Et en juin, donc le mois prochain, les Suisses voteront par référendum sur la création d'un revenu de base, un revenu d'existence, qui soit universel et qui soit inconditionnel. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que finalement, quels que soient les États membres de l'Union européenne, la lutte contre le non-recours au droit n'est pas forcément le leitmotiv. L'objectif, c'est plutôt des objectifs économiques, essentiellement. Alors, quelques scénarios maintenant. C'était pour vous montrer un petit peu les différentes minima sociaux dans les pays. Alors, quelques pistes. La première piste a été donnée par la Cour des comptes dans son rapport de 2005, qui consistait à regrouper les dispositifs de 3 blocs. Le premier bloc, c'est celui du revenu de solidarité active, qui constitue en fait l'allocation de solidarité de base, de droit commun, et avec une incitation derrière à la reprise à l'activité professionnelle, à l'insertion. Ensuite, l'invalidité, le handicap sont groupés autour de l'AH. Et enfin, pour tout ce qui concerne la vieillesse, tout soit unifié autour de l'ASPA. Bien sûr, la prime transitoire de solidarité va vivre sa vie jusqu'en 2017, et l'allocation de demandeur d'asile est un petit peu à part. Alors, il y a une dizaine de jours, il y a le député Sirug qui a remis son rapport. Alors, c'était d'une part une réponse au référé de la Cour des comptes, d'autre part, ça s'inscrivait dans le plan de lutte contre la pauvreté pour l'inclusion sociale, et puis c'était une commande du Premier ministre. Il propose quoi? Il propose 3 scénarios. Le premier, c'est un scénario où finalement vous ne changez rien, vous faites 12 mesures de simplification, des mesures de justice sociale, de facilitation dans le parcours, voilà. Et ça s'intéresse surtout aux dispositifs les plus utilisés, donc le RSA, l'ASS, l'ASPA, l'AH. Christophe Sirugue propose donc, par exemple, aux bénéficiaires de l'AH de pouvoir avoir une allocation d'une durée plus longue, après l'âge de départ en retraite, par exemple, de faciliter l'usage du numérique, d'avoir de meilleurs échanges entre les différents opérateurs, de rendre plus prévisible également, c'est affiché derrière moi, les montants versés grâce à l'effet figé sur 3 mois, comme c'est le cas pour la prime d'activité. Évidemment, il y a d'autres préconisations qui sont formulées, notamment pour réduire aussi les inégalités territoriales. Le deuxième scénario, qui n'est d'ailleurs pas... le premier scénario, il est envisagé pour 2017. Le deuxième scénario est un plus moyen terme. Lui, il considère qu'on peut rapprocher 10 minima sociaux en 5, autour de 5 thématiques, que sont la vieillesse, le fin de droit, le chômage, le handicap, l'invalidité, la solidarité et l'asile. Et enfin, le troisième scénario, c'est celui qui est préconisé par ce même rapport, c'est celui d'une unification complète de l'ensemble des minima sociaux autour d'une couverture socle commune, en d'autres termes, une allocation de solidarité unique, on peut l'appeler différemment. Mais comme le disait Julien Damon dans un de ses récents articles, en fait, unicité ne signifie pas uniformité. Et donc, même si on unifie l'ensemble des minima sociaux, on considère encore qu'il faut prendre en compte les ressources du ménage, la composition familiale, le logement, tout un tas de critères qui permettent de mieux calculer, de prendre en compte ces facteurs de vie. Cette couverture socle commune serait complétée par un complément d'insertion,
pour l'insertion sociale et professionnelle, et puis un complément de soutien donc pour principalement les personnes âgées. Voilà. Et encore une fois, je laisse à Anne le soin de critiquer et de donner les limites de ces scénarios. Pardon, c'est ça. Merci. Donc effectivement, les solutions proposées par Romain, si elles sont nécessaires, si elles ont été saluées par de nombreuses organisations et associations, et si elles s'inscrivent dans le choc de simplification voulu par le président de la République, ne répondent pas pour autant à tous les problèmes que pose le système de minima sociaux actuel. Vient la question des droits connexes, que j'ai mentionné en introduction. Donc ces droits sont ouverts aux bénéficiaires des minima sociaux. On a plusieurs droits connexes. On a les droits connexes nationaux légaux. Et je vais commencer par cela. Donc, ces droits connexes nationaux, c'est un accès privilégié aux aides au logement. Alors même si ces aides ne sont pas réservées aux bénéficiaires des minima sociaux, elles permettent quand même d'augmenter considérablement leur niveau de vie. Puisque si on regarde en termes de chiffres, les 10% des ménages les plus pauvres, qui détiennent environ 2% du revenu initial, bénéficient d'environ 30% de la masse des allocations logement. Les droits connexes nationaux, c'est aussi des avantages fiscaux considérables. Donc au-delà du fait que ces populations ont souvent un niveau de ressources qui fait qu'ils ne sont pas imposables, ils bénéficient aussi d'avantages fiscaux. Donc on peut mentionner l'exclusion de la CSG et de la CRDS, un traitement de faveur pour l'impôt sur le revenu, une exonération dans certains cas de la taxe d'habitation, ou un régime, encore un régime favorable en matière de redevance audiovisuelle. Et enfin, c'est aussi l'accès à la CMU-C. Il y a donc des différences entre ces droits connexes, différences qui impliquent de s'interroger, comme le rappelle Julien Damon, encore lui, dans un récent article, sur les choix de l'unification des droits connexes. Va-t-on vers une unification vers le haut? Et alors, dans ce cas-là, ce sera une unification plutôt coûteuse, ou alors une unification vers le bas qui risque de faire de nombreux perdants. Cette question de l'équité est encore plus importante et plus approfondie si l'on s'intéresse aux droits connexes locaux, c'est-à-dire aux avantages attribués par les collectivités locales en fonction de leurs moyens et de leurs choix politiques. On peut aussi se poser la question d'une gestion unique, puisque si on simplifie le système aujourd'hui en termes de prestations, c'est peut-être le moment aussi de simplifier sa gestion. Or, ces questions ne sont pas vraiment résolues, puisque comme Romain vous l'a expliqué tout à l'heure en présentant les minima sociaux, à chaque minimum social, il y a un gestionnaire différent ou presque. Donc ça fait beaucoup de gestionnaires. Comment unifier cette gestion? Comment aussi avoir un canal de financement unique? Peut-être une fusion des équipes de gestionnaires, et il faut aussi prendre en compte la compatibilité des systèmes d'information. On peut maintenant essayer d'aller plus loin et de se lancer dans quelques éléments prospectifs. Donc tout d'abord, par la revalorisation des politiques d'insertion, qui sont des préconisations de la Cour des comptes et du rapport CIRUG. Ça se traduirait par une meilleure efficacité des politiques d'insertion, ce qui permettrait en réalité d'aider les allocataires à sortir de la pauvreté et pour les pouvoirs publics de maîtriser les dépenses. Donc deux voies possibles sont à mêler pour parvenir à ces objectifs, à ces résultats, une intensification de l'accompagnement des allocataires et une amélioration du dispositif d'incitation à la reprise d'activité. Enfin, un autre élément de perspective qui n'est pas une idée nouvelle, c'est l'idée d'un revenu de base, un revenu universel. Donc ce serait un revenu qui serait caractérisé par son caractère uniforme, universel et inconditionnel. L'idée est vieille et elle permet de répondre à plusieurs ambitions du type de la suppression des trappes à activité, adapter la société qui évolue aux apparitions multiples du travail non salarié, mais aussi de permettre des simplifications administratives, ce qui peut être utile, et aussi de répondre à l'idéal de justice sociale. Et je vais maintenant redonner la parole à Romain,
qui va conclure nos propos. Plus vraiment besoin. Bon, vous l'aurez compris tout au long de cette présentation, la simplification des minima sociaux, elle semble incontournable d'un point de vue de soutenabilité économique, de la gestion efficiente, de justice sociale, et j'en passe. Nous avons présenté quelques scénarios, quelques prospectives aussi. Il en existe aussi de nombreux autres de scénarios. La plupart militent de toute façon en faveur d'une allocation unique. Cette allocation unique prend plusieurs noms. Ça peut être un revenu de base, un revenu d'existence, une allocation sociale unique, etc., selon qu'on se trouve d'abord idéologique ou d'un autre. Alors l'unification, c'est ce que privilégie, comme je vous l'ai dit, le rapport du député Surugue. C'est aussi une piste engagée par de nombreux pays. Et dès lors, trouver une formule unique pour répondre à toutes ces situations, trouver un dispositif universel qui réponde à tout cela, ça semble un petit peu le but ultime, ça semble un peu la panacée, mais est-ce que ça l'est vraiment? Vraiment? Alors, je vais apporter, pour conclure à ce sujet, une réponse un peu personnelle et un peu décalée. En fait, le scientifique de formation que je suis a tout de suite fait le parallèle avec les travaux des physiciens de ces centaines d'années qui se sont écoulées et qui ont tous, tour à tour, essayé de trouver une loi minimaliste qui permette d'unifier l'ensemble des lois qui régissent notre univers. Alors, Einstein pensait y être parvenu, et puis il s'est rendu compte qu'il y avait certaines limitations, et qu'il fallait encore unifier, encore unifier. Et aujourd'hui, bon, ça reste une belle utopie, au même titre que l'allocation de base, une allocation universelle. Il y a bien eu des tentatives de la part des physiciens de modéliser tout cela, mais ça a reçu également des rejets idéologiques de leurs pairs, exactement comme pour la politique sociale. Mais surtout, c'est que ces propositions se heurtent à un caractère peu opérationnel, qui ne permettent pas de répondre à toutes les réponses qu'on peut avoir, tous les cas précis dans notre société. Voilà, je vous remercie.